Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle longue vidéo de ma série sur Dune et ses adaptations, avec une petite ambiance de Noël en prime. Je suis contente parce que cette vidéo rassemble tout un tas de sujets dont j'avais envie de parler depuis longtemps, mais que j'ai jamais trop su comment aborder. Une collection d'idées... Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. Qui, prises une à une, ne constituaient pas assez de matière pour une vidéo entière, mais qui, mises bout à bout, tournent toutes autour d'un thème commun. Comment construire un univers de fiction ? Qu'est-ce qui fait la richesse de l'univers de Dune, et qu'est-ce qui fait que, selon les adaptations filmiques, cet univers fonctionne plus ou moins bien, qu'il est plus ou moins immersif, plus ou moins cohérent, et plus ou moins compréhensible. On va donc entrer plus en détail dans le lore de Dune aujourd'hui. Lore, c'est un mot anglais un peu intraduisible qui désigne l'ensemble des éléments et des règles intrinsèques à un univers. On va explorer comment Frank Herbert a construit son univers dans les années 60, et de quelle manière les adaptations de David Lynch, de Sci-Fi et de Denis Villeneuve lui ont donné vie. Avant de parler des films, il faut qu'on parle un peu de la façon très particulière qu'a Frank Herbert de mettre en place son univers. C'est un auteur qui n'explique absolument rien. Aucune clé n'est fournie au lecteur, rien n'est prémâché. C'est à nous de comprendre peu à peu les tenants et aboutissants de ce monde au fil des pages. C'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup de gens trouvent Dune obscur ou difficile d'accès. La plupart des romans utilisent ce qu'on appelle l'exposition pour introduire et expliquer leur univers fictif. Prenons le début du Seigneur des Anneaux par exemple. Tolkien consacre des centaines de pages à détailler le monde de la Terre du Milieu avant que l'action commence, à grand renfort d'infos sur la géographie, la culture, le langage, la faune et la flore, les différentes variétés d'herbes à pipe, etc. Le premier tome du Seigneur des Anneaux s'ouvre comme ceci. This book is largely concerned with hobbits, and from its pages a reader may discover much of their character and a little of their history. Y a pas plus explicite. On est sur le point de bouffer de l'information. Beaucoup d'informations. Le lecteur est même nommé directement. C'est à nous que le texte s'adresse. Par opposition, Dune commence in medias res. On arrive au beau milieu de l'action, dans un monde dont on ne connaît rien. In the week before their departure to Arrakis, when all the final scurrying about had reached a nearly unbearable frenzy, an old crone came to visit the mother of the boy, Paul. Pour être tout à fait exact, avant ça, Dune s'ouvre sur une de ces fameuses épigraphes qui précèdent chaque chapitre. A beginning is the time for taking the most delicate care that the balances are correct. This every sister of the Bene Gesserit knows. To begin your study of the life of Muad'Dib, then, take care that you first place him in his time, born in the 57th year of the Pedisho Emperor, Shaddam IV, and take the most special care that you locate Muad'Dib in his place, the planet Arrakis. Do not be deceived by the fact that he was born on Caladan and lived his first 15 years there. Arrakis, the planet known as Dune, is forever his place. From Manual of Muad'Dib by the Princess Irulan. C'est quoi le Bene Gesserit ? C'est qui Muad'Dib ou Shaddam IV ou Irulan et qu'est-ce que c'est que ce manuel qu'elle écrit ? On n'aura pas la réponse à ces questions avant des dizaines, voire des centaines de pages. Et ça continue dans les premières pages du chapitre 1. On entend parler du Kwisatz Haderach, de Chaume, du Landsraad, de la Guilde spatiale, et j'en passe. On a des mots en langue étrangère au milieu d'une conversation, sans jamais avoir l'explication ou la définition correspondante. On nage en plein inconnu. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un glossaire à la fin du tome 1. Oui, c'est vrai, il y a un glossaire. Mais déjà, il est situé à la fin du livre, et le texte n'y renvoie jamais, ce qui fait qu'on ne le découvre qu'après sa lecture. Et surtout, même le glossaire est obscur. Il est écrit comme s'il s'adressait non pas à nous, lecteurs, mais à quelqu'un de l'univers de Dune. Vous noterez d'ailleurs qu'il ne s'appelle pas glossaire ou index, il s'appelle Terminology of the Imperium. Exemple de ce qu'on peut y trouver. CHOAM, acronym for Combined Honored Oberadvancer Mercantiles, the Universal Development Corporation controlled by the Emperor and Great Houses, with the Guild and Bene Gesserit as silent partners. Suspenser, secondary low-drain phase of a Holtzman field generator. It nullifies gravity within certain limits prescribed by relative mass and energy consumption. Hein? On est d'accord que ça rend plus confus qu'autre chose. Mais paradoxalement, c'est ce qui rend le bouquin si immersif. On est traité comme faisant partie de cet univers, pas comme lecteur externe et ignorant. Le glossaire renvoie même à des ouvrages fictifs écrits par des auteurs fictifs à la manière d'une vraie encyclopédie, renforçant son caractère diégétique.
Et si le lecteur n'a pas accès à toutes les informations, c'est pas si grave. Ça donne juste l'impression d'un monde immensément riche et complexe dont on effleure tout juste la surface. J'adore cette manière de développer un univers, et on va voir comment nos 3 cinéastes s'en sont tirés. Les 3 adaptations de Dune sont intéressantes à comparer parce que les réalisateurs ont 3 manières très différentes de traiter le matériau de base. David Lynch, féru de complexité s'il en est, a tenté de caser le plus d'infos et de concepts possibles dans son film, le rendant par moments complètement incompréhensible. La version de Sci-Fi est un peu plus digeste en termes d'informations, mais a une manière très scolaire et un peu bavarde de les véhiculer. Et Villeneuve, lui, a plutôt une approche similaire à celle du roman. Il réduit l'exposition au strict minimum et laisse le spectateur comprendre l'univers au fur et à mesure. Mais voyons comment tout ça se traduit concrètement dans les 3 versions, et voyons à quel degré ça fonctionne ou pas. Une bonne illustration de ces différentes approches, c'est la manière dont est introduit le concept du mentat. Un mentat, c'est un individu aux capacités de déduction et de calcul ultra développées, dont le cerveau fonctionne presque comme un ordinateur. Lynch choisit de nous introduire le mentat Piter de Vries comme ceci. Message for mentat Piter de Vries. It is by will alone I set my mind in motion. It is by the juice of safu that thoughts acquire speed, the lips acquire stains, the stains become a warning. It is by will alone I set my mind in motion. What? Quelqu'un qui n'a pas lu le roman n'a pas la moindre idée de ce que tout ça veut dire, et ça n'explique en rien ce qu'est un mentat. Dans la série, Thufir Hawat prononce une phrase déjà un peu plus explicite. I am a mentat. I trust logic and statistics, not mysticism and prophecy. Ok, donc a priori, un mentat, c'est quelqu'un de pragmatique et de logique. Mais la définition reste vague et amenée de manière très forcée. Et chez Villeneuve, on découvre Hawat à travers cette scène. How much will it cost them, traveling all this way for this formality? 3 guild navigators, a total of 1.46 million, 62 salaries round trip. En quelques secondes et sans la moindre lourdeur narrative, tout est dit. On comprend que Hawat arrive à faire des calculs ultra complexes en un temps record, on comprend qu'il entre dans un état de quasi-transe pour le faire, et on comprend qu'il se distingue physiquement par cette marque sur la lèvre inférieure. Ce qui fait que plus tard, quand on voit Piter de Vries avec la même marque, on en déduit par association qu'il a les mêmes capacités. Notez que le terme de mentat n'est même jamais prononcé dans ce film, parce que c'est pas ça le plus important. Cet exemple, c'est finalement la grande différence entre dire et montrer, le fameux show don't tell que j'ai déjà mentionné en vidéo, une des règles les plus importantes du cinéma. Il faut communiquer au maximum par l'image, essayer de réduire autant que possible l'exposition par le biais des mots. Et ça, Denis Villeneuve y parvient nettement mieux que ses 2 prédécesseurs. Regardez par exemple comment la mini-série explique ce qu'est un Hunter Seeker, ce petit dard empoisonné téléguidé à distance. It's a Hunter Seeker. It will kill you. Instantly, if you move. The operator, wherever he is, can only target movement. Ah bah, heureusement que Paul nous détaille le fonctionnement de ce spermatozoïde volant à voix haute, hein, sinon on n'aurait pas compris. Denis ? Montre-nous, Denis. Vous avez vu comme on comprend tout aussi bien ce passage sans le moindre dialogue et juste par la mise en scène ? Le spectateur est pas débile, hein, l'image suffit. J'ajouterai que la direction de la photo dans cette séquence est absolument sublime, mais je digresse. Le Dune de Lynch, lui, bat tous les records en termes d'exposition bavarde. Les 15 premières minutes de son film ne sont littéralement que de l'exposition. Ça commence par Irulan qui s'adresse à la caméra. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. S'il y avait eu qu'elle, à la rigueur, j'aurais accepté. Après tout, sa narration encadre l'intégralité du tome 1, donc qu'elle pose rapidement le cadre de cet univers, pourquoi pas. Mais après, ça continue. We know of Chom in the universe, controlled by the Emperor Shaddam IV and all the great houses of the Landsraad. Et ça continue. Planet Arrakis, source of the spice. Planet Caladan,
home of House Atreides. Planet Giedi Prime, home of House Harkonnen. Et ça continue. I have ordered House Atreides to occupy Arrakis to mine the spice, thus replacing their enemies, the Harkonnens. Et ça continue. For 90 generations, the Sisterhood has been interfering with the marriages and the children thereof of the great houses of the universe. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Non mais sans déconner, le film te balance un trop-plein d'informations à un degré comique, y compris des informations qui n'auront aucune incidence sur le scénar. And 19 light years beyond Bennett Lilacs. Many machines on Nyx. Better than those on Riches. Le Bennett Lilacs ne fera son apparition que dans le tome 2, l'histoire des machines sur X et Riches qu'à partir du tome 4. Qu'est-ce que ces noms avaient besoin d'être mentionnés? On s'en fout! Et puis, Bennett Lilacs, c'est pas le nom de la planète s'appelle juste Lilacs, donc en plus c'est une connerie. Ah! Y a pas pire manière de commencer un film. Et au final, c'est pas comme si ça t'aidait à rentrer dans l'univers. Là, si t'as pas lu les livres, et plutôt 2 fois qu'une, t'es paumé avant même que l'intrigue commence. Pour la petite anecdote, lors des premières projections du film aux États-Unis en 1984, certains cinémas distribuaient un glossaire à l'entrée pour aider le spectateur à s'y retrouver. Il y a même des indications sur la prononciation des mots, c'est génial. Si les cinémas se sentent obligés de te fournir un putain de dictionnaire à l'entrée pour comprendre le film, c'est que ce film a un léger problème. Problème parfaitement résumé par ce commentaire qui m'a fait beaucoup rigoler. I asked my son about the Kwisatz Haderach when he came out of the movie. I haven't seen it, and he had no idea what I was talking about. You don't know what you're talking about, do you? Sir? Denis Villeneuve utilise lui aussi la narration d'Irulan pour introduire son deuxième film, mais c'est beaucoup plus adroit. Premièrement, Irulan ne parle pas à la caméra, mais enregistre un journal de bord, une référence directe aux épigraphes du premier tome. His inaction is difficult for me to accept. For I know he loved Duke Leto Atreides like a son. Deuxièmement, elle ne nous apprend rien de nouveau. Elle donne son point de vue sur des événements qu'on connaît déjà, le massacre des Atreides sur Arrakis. Ce prologue sert avant tout à introduire les personnages d'Irulan et de l'empereur Shaddam. Troisièmement, en complément de la voix off, l'image a aussi un intérêt et nous apporte d'autres informations. L'avènement de Rabban au pouvoir, par exemple. Et enfin, les tout premiers plans du film sont des images brutales de piles de cadavres incinérés, un parallèle avec la fin du film où les Fremen brûleront eux aussi des piles de cadavres au lance-flammes, se comportant finalement exactement comme leurs ennemis. Le début de la série, lui, n'a quasiment pas recours à la voix off pour introduire son univers, ce qui est tout à fait louable, étant donné que la voix off est une solution de facilité. Malheureusement, du coup, le premier épisode véhicule toutes les infos par le dialogue, qui en devient un peu poussif par instant. You were supposed to have a daughter. An Atreides' daughter could have been wed to the Harkonnen heir. It is said that they depend on the spice. That without it they can't navigate. In his wisdom, the Emperor decided only one man is honest enough and loyal enough to be trusted with restoring the spice production adequately. Duke Leto Atreides? Mais honnêtement, la plupart du temps, ça passe plutôt bien. Et par la suite, la série utilise la voix off d'Irulan au début et à la fin de chaque épisode. 12 years since Emperor Shaddam IV was defeated, and Paul Muad'Dib's wild Fremen spread out across the universe. History is written on the sands of Arrakis, where rebellion and civil war continue to breed, fed by Alia's brutal tyranny and repression. Et j'ai rien contre, ça fonctionne. Là aussi, c'est un écho aux épigraphes du livre, et ça permet, notamment pour un format épisodique, de replacer brièvement le cadre de l'intrigue. Une sorte de Previously on Dune, si vous voulez. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de Show, Don't Tell, mais il peut arriver que certaines informations ne puissent être transmises que par les mots. Cette problématique s'applique particulièrement au concept abstrait, qu'il va bien falloir expliquer au spectateur tôt ou tard. Le concept du Kwisatz Haderach, par exemple. Dans le film de Lynch, comme toujours, ça balance de l'exposition à plein tube, avec une voix off qui t'explique le pourquoi du comment. We know of the Bene Gesserit sisterhood,
their selective breeding plan for 90 generations to produce the Kwisatz Haderach, whom they will control. À 2 reprises, j'ajouterais, au cas où on n'aurait pas compris la première fois. Cleverly intermixing one bloodline with another to form the Kwisatz Haderach, they plan to control this super being and use his powers for their own selfish purposes. Alors oui, certes, les infos sont communiquées, mais on dirait plus un reportage Arte qu'un film de SF. Perhaps you are the Kwisatz Haderach. What is that? La série, elle, prend le parti de mentionner le concept sans le nommer. Oh, you arrogant girl. Putting his desires above our interests. How dare you turn your back on the centuries of our breeding programs? Le mot Kwisatz Haderach n'est prononcé que bien plus tard. You are the Kwisatz Haderach boy, the one who can be many places at once. Et au-delà du dialogue d'exposition pas hyper subtil, le concept est simplifié à outrance, pour ne pas dire incorrect. And Atreides' daughter could have been wed to the Harkonnen heir. The feud between the houses could have been ended. Bah non, en fait. Le Bene Gesserit ne veut pas juste mettre fin au conflit entre 2 grandes maisons. C'est pas ça le but de leur programme de sélection génétique. Et dans la version de Villeneuve, les infos sont amenées de façon plus adroite, moins rentre-dedans. You were told to bear only daughters, but you in your pride thought you could produce the Kwisatz Haderach. Was I wrong? You're lucky he didn't die in that room. Thousands of years, we've been carefully crossing bloodlines to bring forth a mind powerful enough to bridge space and time. Elles sont progressives et viennent se glisser avec naturel dans les dialogues sans qu'on ait l'impression que les répliques sont écrites uniquement pour expliquer des choses aux spectateurs. Un autre concept pas forcément évident à mettre en image, c'est le concept de la voix. Non, pas celle-là. La voix, c'est une technique de contrôle mental du Bene Gesserit qui consiste à moduler le ton de sa voix pour manipuler quelqu'un et le forcer à obéir. Dans le livre, comme d'habitude, ce concept n'est pas expliqué. Il est introduit directement par le biais d'une scène. A smile flicked the corners of the wrinkled old mouth. The Lady Jessica was my serving wench, lad, for 14 years at school. She nodded. And a good one, too. Now you, come here. The command whipped out at him. Paul found himself obeying before he could think about it. Using the voice on me, he thought. He stopped at a gesture, standing beside her knees. L'adaptation de sci-fi, à mon sens, échoue totalement à introduire ce concept. Voilà comment la voix nous est présentée. If you know what's good for you, you'll do as I say. I'll be the judge of what's good for me. Est-ce que vous voyez le problème ? Ici, la voix n'a aucun effet sur les personnages. Paul n'obéit pas du tout à Mohiam, et un peu plus tard, il utilise lui-même la voix. I would like to hear about your dreams. They're just dreams. About what? Why don't you tell me? Qui, cette fois encore, ne fonctionne pas sur son interlocutrice. Du coup, quelqu'un qui n'a pas lu le livre ne peut pas comprendre ce que c'est censé être. C'est un très mauvais choix de mise en scène. Finalement, il faudra attendre le milieu de l'épisode 2 pour que ça devienne plus clair. You know what's good for you. You will find an honorable way to leave this thing alone. Silence! I invoke silence. She's trying to put a spell on me. If you try that again, we know it's your witchcraft. Ici, on comprend enfin l'idée de manipulation mentale, et Stilgar sous-entend aussi que c'est une technique du Bene Gesserit. Mais ça arrive un peu trop tard dans la chronologie, quoi, d'autant que c'est la dernière fois qu'on verra quelqu'un s'en servir. Le film de Lynch, pourtant souvent si lourd en matière d'exposition ultra explicative, a plutôt bien réussi son coup. He's using the voice. No. Some strength there. Surprising. Bon, les pensées à voix haute, on aurait pu s'en passer, mais globalement, l'idée est bien retranscrite. Par contre, ici, on voit vraiment la lutte de Paul pour tenter de résister à l'ordre. Il n'y a pas cette immédiateté dont fait état le roman. Come here.
Au niveau du sound design, on a une voix rauque et distordue un peu comme dans la mini-série, mais avec un écho qui se répète et qui rend assez bien cette idée de contrôle psychique. Puis on retrouve la voix dans cette scène où Paul et Jessica sont prisonniers des Harkonnen, avec, là encore, une intrusion 100% inutile des pensées intérieures. Don't touch my mother. He's trying the voice. Wow, Jessica, merci pour l'info. Mais aussi l'utilisation habile de cet écho pour signifier que la voix fait son effet. Excellent. J'aime bien aussi le fait que Paul ne maîtrise pas encore totalement le truc. Il lui faut 2 tentatives avant d'y parvenir. Did you hear a noise from the little one? Huh? Alors que sa mère est une pro. There's no need to fight over me. Par contre, un truc qui me dérange un peu dans cette version, c'est qu'au début, le film insiste beaucoup sur cette histoire de voix, comme si ça allait devenir un outil essentiel par la suite. Ignore the regular order of training. Your safety requires the voice. The voice could save you. Alors que non, à part dans cette scène que je viens de mentionner, la voix ne servira plus jamais. Elle a été un peu survendue, quoi. L'adaptation de Villeneuve, elle, nous présente la voix à travers une scène qui n'est pas dans le bouquin. Jessica demande à son fils de s'entraîner à la voix pendant le petit-déj. If you want it, make me give it to you. Use the voice. Mom, I just woke up. Paul est comme moi, faut pas l'emmerder avant son premier café. Ici, j'adore le travail sur le son. Give me the water. Ce silence de la concentration intense, puis ce décalage entre les lèvres qui bougent et la voix qui claque aux oreilles de Jessica, traduisent vraiment cette emprise mentale. C'est la voix telle que Jessica la ressent. Et on voit à sa réaction qu'elle a obéi avant même de s'en rendre compte, après quelques secondes dans un état de transe. C'est très proche de ce que décrit le livre. Et on finit par cette réplique Bene Gesserit skills take years to learn, Paul. Qui nous révèle en quelques mots que 1. La voix est une technique du Bene Gesserit, 2. Jessica entraîne son fils à ces techniques depuis de longues années, et 3. Paul manque encore d'entraînement. The girls can't hear you command me. Pourquoi je trouve cette séquence habile ? Parce que du coup, comme le concept a été introduit en amont, Villeneuve peut l'utiliser ensuite dans la confrontation avec la révérende mère sans devoir briser la tension de la scène par de l'explication. You dismissed my mother in her own house. Come here. Kneel. How dare you use the voice on me? Encore une fois, on a cette notion d'hypnose et d'obéissance instantanée et incontrôlable, véhiculée tant par le sound design que par le cadrage et le montage de ces plans. Par la suite, on retrouvera la voix beaucoup plus souvent dans les films de Villeneuve que dans les autres versions. À l'image des livres, les personnages l'utilisent régulièrement. Paul et Jessica s'en servent contre les Harkonnen pour se libérer. Avec, là aussi, Paul qui échoue avant de réussir. Remove her gag. Shut up. Et la différence de compétences entre Jessica et son fils, qui doit nettement plus se concentrer avant d'y arriver. Mais c'est loin d'être la dernière fois qu'on l'entend. Paul l'utilise contre sa propre mère dans cette scène. Jessica l'utilise pour parvenir à ses fins avec les Fremen. Margot Fenring semble l'utiliser pour manipuler Feyd-Rautha dans tout ce passage. I know your Bene Gesserit tricks. And what do you know about the Bene Gesserit? Tell me. Sans oublier ce magnifique « ta gueule » de la part de Paul à la fin. He's bluffing. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence!
qui m'a explosé les tympans au cinéma, mais qui, avouons-le, est très satisfaisant. Même Fade est un peu impressionné, regardez-le. J'aime bien la séquence entre Margot Fenring et Feyd-Rautha parce qu'elle illustre un usage plus subtil de la voix. Elle ne sert pas qu'à donner des ordres directs, mais aussi à manipuler l'interlocuteur de manière globale. Dans les romans, il y a plusieurs passages où la voix est utilisée de cette façon. Paul s'en sert lors de son discours aux Fremen dans le tome 1, il s'en sert pour s'adresser à la foule dans le tome 3, etc. Yes, the preacher repeated, I am the prophet of these times. Alia, concentrating on him, detected the subtle inflections of voice. He'd certainly controlled the crowd. Was he Bene Gesserit trained? Was this another ploy of the Missionaria Protectiva? Not Paul at all, but just another part of the endless power game? Cette idée de persuasion insidieuse est plus difficile à rendre en film que le côté plus extrême de la voix, mais j'apprécie que Villeneuve ait tenté une approche dans cette scène sur Gaily Prime. Un dernier exemple où l'exposition par le dialogue est utilisée à plus ou moins bon escient, les 3 adaptations expliquent pourquoi les Fremen ont les yeux entièrement bleus. Chez Lynch, c'est par ce dialogue. They have blue within blue eyes. Oh, the eyes. Yes. Saturation of the blood by the spice melange. Paul et Yue se disent de manière un peu artificielle des choses que tous deux savent déjà, si bien que le seul réel bénéficiaire de cet échange est le spectateur. Par opposition, voici le dialogue de la série. What's wrong with their eyes? Those are Fremen, desert people. It's the spice. It's everywhere. Air, food. Ici, Yue apprend quelque chose à Paul, et au spectateur par extension. C'est plus naturel et moins forcé. Bon, par contre, ensuite... By the time a Fremen child is 12, his eyes have turned completely blue. Je comprends pas pourquoi ils ont ajouté cette phrase. Non seulement elle est pas utile, mais elle est pas raccord avec ce qu'on voit par la suite. S'il faut 12 ans pour que les yeux virent au bleu, pourquoi Paul a les yeux bleus à peine 2 ans plus tard? Pourquoi Alia ou Leto et Ganima ont les yeux bleus dès la naissance? C'est un détail, mais c'est une petite incohérence créée de toutes pièces. Et dans le Dune de Villeneuve, l'info est introduite par un document que Paul regarde avant de partir pour Arrakis. Long exposure to spice has given the tribe their characteristic blue eyes, the eyes of Ibad. Idem, il s'informe sur des choses qu'il ne sait pas, donc ça fait sens dans l'histoire. Et Villeneuve réutilise intelligemment cet élément dans le deuxième film, illustrant une ellipse temporelle par le passage des yeux de Paul de vert à bleu et indiquant ainsi, sans dialogue ni panneau de texte, que les mois ont passé. Entre parenthèses, c'est aussi le seul des 3 films où les personnages ont les yeux bleus de façon conséquente. Dans les 2 autres versions, il y a des passages où l'équipe des effets spéciaux a clairement lâché la rampe et où les yeux changent de couleur d'un plan à l'autre. C'est très drôle. Ce que fait Villeneuve dans cette séquence où Paul se documente sur la planète Arrakis, c'est un grand classique dans les films. Cette fameuse scène où un personnage va à la bibliothèque ou sur internet pour faire des recherches sur un sujet et, par la même occasion, nous apprendre des choses à nous, spectateurs. Les 3 versions de Dune utilisent cette technique. To avoid making rhythmic noises which attract the sandworms, the Fremen cross desert spaces using the sandwalk, a dance-like motion with irregular rhythm which emulates the natural sounds of the desert. En soi, cet outil narratif n'a rien de répréhensible, mais il faut qu'il soit logique. Et c'est là que les versions de Lynch et de Sci-Fi posent problème. The Baron Harkonnen has sworn to destroy House Atreides and steal the ducal signet ring for himself. Pourquoi ça marche chez Villeneuve et pas ici? Au-delà du médium utilisé par Paul, mais on va y revenir. Eh bien parce qu'ici, ce sont des infos que Paul devrait déjà connaître, des infos très basiques sur les enjeux politiques de cet univers qui sont clairement adressés aux spectateurs et non aux personnages. Dans la mini-série, pareil. A deceptive balance of power exists between the Emperor, the Congress of Royal Houses, and the supposedly impartial Spacing Guild, with its invulnerable monopoly on interstellar transport. Merci pour l'exposition, hologramme du Dr. Yue. Regardez, il brise même le 4e mur pour nous regarder dans les yeux tel un présentateur météo. Météo! En revanche, la série utilise le même ressort narratif plus efficacement un peu plus tard. Little is known about the giant sandworms that inhabit the desert regions of Arrakis. It is known that worms are drawn to the vibration and noise of mining activity. Là, ok, Paul ne connaît pas grand-chose sur les vers des sables, donc c'est normal qu'il se documente.
Je vous disais que le médium qui véhicule ces informations a son importance, alors voyons pourquoi. Notez que chez Villeneuve et Sci-Fi, Paul utilise des espèces de projections 3D, ce qui dans le roman est appelé un solido, alors que le Paul de Lynch, lui, utilise un ordinateur. Worms attack all rhythmic vibrations. Weather. See storms. No precipitation. Et si vous avez lu le bouquin, vous savez que ça ne colle pas. La raison pour laquelle Dune a si peu de technologie avancée, c'est que par le passé s'est produit un événement appelé le Butlerian Jihad, le djihad butlérien en français. Jihad, Butlerian. See also Great Revolt. The crusade against computers, thinking machines and conscious robots begun in 201 BG and concluded in 108 BG. Its chief commandment remains in the OC Bible as, "Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind." You are just a machine, an imitation of life. À une certaine époque, les machines pensantes avaient tellement pris le pouvoir sur les humains, les réduisant en esclavage, que l'humanité a fini par se révolter et éradiquer toute forme d'intelligence artificielle. Autant dire qu'à notre époque actuelle, Dune semble dangereusement visionnaire. Hein ? Le film de Lynch est le seul des trois à mentionner cette guerre contre les machines. C'est d'autant plus ironique, du coup, que ce soit le seul des trois où Paul se documente sur un ordinateur. C'est comme si Lynch avait inclus cet élément du lore parce qu'il le trouvait cool, sans s'attarder une seconde sur les conséquences en termes de storytelling. Et au-delà de vouloir inclure chaque petit détail du lore de Dune dans son film, Lynch semble vouloir surcompliquer à outrance un monde qui est déjà d'une complexité gargantuesque. You know, I've always liked that word gargantuan. I so rarely have an opportunity to use it in a sentence. Il modifie sans raison des éléments existants, ou pire, ajoute des éléments créés de toutes pièces en plus de tout le reste. Par exemple, dans le désert d'Arrakis, l'usage de boucliers est dangereux parce que les boucliers attirent les vers des sables. Les adaptations de Sci-Fi et de Villeneuve te l'apprennent par un dialogue tout simple. Why don't we use shields? Shields are useless in the desert. Even a simple body shield will call every worm within 100 kilometers. Why don't we just shield the crawlers? A shield's a death sentence in the desert. It attracts the worms and drives them into a killing frenzy. Et la version de Lynch alors ? And these dry winds can also generate tremendous amounts of static electricity in the atmosphere. Our body shields won't have enough power to operate in the open air on Arrakis. Mais pourquoi avoir changé ce détail ? Pourquoi avoir inventé cette excuse d'électricité statique ? De même, on sait que Paul emprunte son nom Fremen, Muad'Dib, à la petite souris du désert. What is the name of that little mouse? The one in the desert? The one that jumps? Muad'Dib. Is that the name you wish? How do you call the small desert mouse again? Muad'Dib. Muad'Dib. Sauf chez Lynch. What do you call the mouse shadow in the second moon? We call that one Muad'Dib. Idem, qu'est-ce qui avait besoin de changer ça ? Pourquoi ne pas juste dire que c'est le nom de la souris, au lieu de dire que c'est le nom de l'ombre du cratère en forme de souris sur la seconde lune d'Arrakis ? Ça n'a aucune plus-value narrative. Au contraire, toute la symbolique autour du nom est perdue. Muad'Dib is wise in the ways of the desert. Muad'Dib creates his own water. The constellation that points to the North Star we call Muad'Dib, the one who points the way. That is a powerful name. Un dernier exemple. Dans les livres, les navigateurs de la guilde spatiale consomment de grosses quantités d'épices pour acquérir une forme limitée de préscience qui leur permet de naviguer de manière sûre dans l'espace. Lynch a décidé que le voyage interstellaire, ça se passait comme ça. Alors, c'est délicieusement psychédélique, et je retrouve bien là le cinéma de David Lynch, mais il aurait été judicieux d'introduire le rapport entre épices et préscience,
Parce que là, on a juste l'impression que l'épice donne tous les super pouvoirs du monde et la préscience est complètement sortie de l'équation. Et puis alors par instant, David Lynch est totalement en roue libre et invente des trucs sortis de nulle part. Tout ce délire sur la nouvelle technologie créée par les Atreides, par exemple, cette arme secrète qui utilise le son de la voix. The Atreides house is building a secret army using a technique unknown to us, a technique involving sound. Vous savez ce que personne ne s'est jamais dit en lisant Dune ? Oh bah ça manque d'idées et d'enjeux scénaristiques, dis donc. Mais en matière d'ajout what the fuck, je crois que mon préféré est celui-là. We brought you a little cat, Thufir. By milking this smooth little cat body, you receive your antidote. It must be done each day. What the hell is even that? Mais qu'est-ce que Lynch a fumé pour tirer de son cerveau un truc pareil ? C'est génialement absurde. En l'occurrence, génialement absurde est un peu la définition du cinéma de Lynch, qui, on le sait, a pondu des chefs-d'œuvre. I've got good news. That the mule is going to come back in style. Mais ça n'a rien à foutre dans une adaptation de Dune. Vraiment, je n'arrive pas à piger les priorités de Lynch, et ce, d'autant moins que par ailleurs, c'est un scénariste brillant. Dans Dune, il perd du temps sur des trucs inutiles au détriment de trucs essentiels. Au lieu de nous montrer le navigateur de la guilde sous LSD pendant 5 minutes, prend un peu plus de temps pour développer la relation entre Paul et Chani. Au lieu de montrer longuement le Dr. Yue radiographier et autopsier des cadavres, explique-nous plus clairement les motivations des personnages. Parce que ça, c'est un autre gros souci. Le film a beau être trop bavard, parfois ses motivations ne sont pas du tout claires. Par exemple, dans le livre, Paul décide de boire l'eau de la vie après que Gurney Halleck ait menacé et presque tué sa mère Jessica. Il se rend compte qu'aucune de ses visions ne lui avait jamais montré cette menace et qu'il faut qu'il développe sa prescience pour voir venir le danger. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la mini-série. Gurney! I must step my lord and I'll finish it right now. I didn't see it coming. I didn't know he would threaten her. Chez Villeneuve, c'est un autre événement tragique que Paul n'a pas vu venir, la destruction de Siege Tabr par les Harkonnen. I didn't see it coming. C'est un changement par rapport au bouquin, mais là aussi, les motivations de Paul à boire l'eau sont claires. Et chez Lynch, rien de tout ça. Au contraire, tout va bien, les Fremen gagnent toutes leurs batailles, Paul vient de retrouver Halleck, il est heureux avec Chani, et dans la scène d'après, il se réveille en mode I have to drink the water of life. Ah bon ? Et pourquoi ? I'm dead to everyone unless I try to become what I may be. Ça n'a pas de sens. Et tout est comme ça dans l'adaptation de 84. Il y a une volonté indéniable de retranscrire la richesse des livres, mais ça part tellement dans tous les sens, ça manque tellement de clarté à tous les niveaux, que le résultat global est imbitable. Et je pense que ça illustre bien mon point suivant, c'est pas toujours mieux d'être exhaustif. Oui, Dune est un univers foisonnant, bourré de détails et de trouvailles super chouettes qu'on a envie de caser dans son adaptation, mais parfois less is more, comme on dit. Quand on adapte un bouquin aussi épais et dense que Dune, on ne peut pas tout montrer, tout citer, tout inclure. Par exemple, voyons comment les 3 réalisateurs introduisent le concept du still suit, la combinaison que les Fremen portent dans le désert. Les 3 scènes se ressemblent beaucoup. Liet Kynes explique le fonctionnement du still suit à Leto et Paul avant qu'ils partent pour le désert. A still suit is a high-efficiency filtration system. It cools the body and recycles the water lost to sweat. Inside the mask, you'll find a tube to allow you to drink the recycled water. Ici, les explications sont assez brèves. En 2-3 phrases, Kynes livre les informations principales, utiles tant aux personnages qu'aux spectateurs. Et en vrai, ça suffit. On pourrait fournir nettement plus de détails, hein, mais qu'est-ce que ça donnerait ? Perspiration passes through the first layer and is gathered in the second, where salt is separated. Breathing and walking provide the pumping action. The reclaimed water circulates to catch pockets, from which you can drink through this tube. Urine and feces are processed in the thigh pads. Should you be
in the open desert. Remember to breathe in through your mouth and out through this nose tube. Eh ben, ça donnerait un monologue interminable. Alors, bien sûr, elles sont intéressantes, ces infos, et j'aime beaucoup la performance de Max von Sydow dans le rôle de Kynes, mais c'était pas la peine de perdre de précieuses minutes pour ça, au détriment de scènes bien plus essentielles. On en revient au sens des priorités. So me think, why waste time? Say lot word when few word do trick. Quant à la version de Sci-Fi, This is basically a high-efficiency filter and heat exchange system. The skin layer is porous. Perspiration passes through heat filaments and salt precipitators. Water is reclaimed in catch pockets, which you can draw from this tube. on retrouve quasi mot pour mot un dialogue du roman, et la quantité d'informations est plus raisonnable que chez Lynch, mais déjà l'acteur débite son texte comme s'il récitait un poème, c'est pas naturel du tout. Et ensuite, je trouve que le choix des informations transmises est moins logique que dans la version de Villeneuve. Ici, Kynes entre dans du détail ultra technique avec ses précipitateurs de sel, sans vraiment parler du fonctionnement de base, ce qui aurait été plus judicieux. Autre cas de less is more, les navigateurs de la guilde spatiale. Dans le premier tome de Dune, ils n'apparaissent pas du tout, ils sont juste mentionnés au détour d'une conversation. I'm going to watch our screens and try to see a guildsman. You won't. Not even their agents ever see a guildsman. The guild is as jealous of its privacy as it is of its monopoly. Don't do anything to endanger our shipping privileges, Paul. Do you think they hide because they've mutated and don't look human anymore? Ça en fait une espèce de présence abstraite et mystérieuse qui ne sera développée que dans le deuxième tome, avec Edric, un personnage central de Dune Messiah. Pour une raison que j'ignore, les adaptations de Lynch et de Sci-Fi ont absolument tenu à montrer les navigateurs de la guilde. Peut-être pour imiter Star Wars et ses différentes races de créatures et d'aliens, aucune idée. Chez Lynch, on a donc cette tumeur géante en chair flasque et aux yeux bleus qui occupe un temps d'écran beaucoup plus important qu'elle ne le devrait, et dans la mini-série, cette hybride maléfique entre Gollum et un facehugger qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. Et puis évidemment, mention spéciale aux fameux agents de la guilde tout droit sortis d'une BD de Möbius qui me font exploser de rire à chaque fois. The guild does not take your orders. Villeneuve, lui, a choisi de rester très vague, tout comme le livre. On entrevoit des agents de la guilde dans cette scène, pas des navigateurs, juste des représentants, mais même eux, on ne voit pas leur visage sous leur casque opaque rempli de gaz d'épices. C'est un plan qui dure quelques secondes, mais tout de suite, ça fait planer une aura de mystère et de menace autour de ces gens. J'aime bien ce parti pris. Je viens de beaucoup parler du degré de clarté et de compréhension des différentes versions filmiques de Dune. Mais la compréhension n'est pas le seul critère important quand il s'agit de créer un univers de fiction. Tout aussi important est le degré de cohérence de cet univers. Et à ce stade, une petite mise au point s'impose. Parce qu'à chaque fois qu'on mentionne ces histoires de cohérence dans un univers fictif, il y a toujours des gens pour dire « Oh, mais de toute manière, on s'en fout, c'est juste une histoire. » Autrement dit, c'est pas le monde réel, donc tout est permis. Mais non, tout n'est pas permis. Ces gens confondent univers cohérent et univers réaliste. Un univers de fantasy ou de science-fiction, par définition, n'est pas réaliste. Il y a des elfes, des dragons, des voyages intergalactiques ou des vers des sables géants. On accepte ces éléments par un procédé qu'on appelle en narratologie la suspension de l'incrédulité, une sorte de pacte tacite avec l'auteur où on laisse de côté notre scepticisme pour se laisser embarquer dans son univers. Mais tout univers, aussi fantaisiste soit-il, a tout de même ses propres règles, il obéit à une logique interne, et c'est là qu'on parle de cohérence. On peut pas faire n'importe quoi. Et ce contre-argument classique de « Oh, tu pinailles, c'est juste une histoire », je le trouve insupportable. Non, c'est pas du pinaillage, c'est juste la moindre des choses quand on construit un univers fictif, je suis désolée. Ne pas respecter ses propres règles, c'est une erreur, et ça n'en finit jamais de m'exaspérer dans les œuvres de fiction. Et les adaptations de Dune ne font pas exception. Certaines comportent des incohérences qui me hérissent le poil, et on va les étudier un peu. Prenons par exemple le concept de la marche des sables. Dans le désert, les Fremen marchent d'une façon particulière, non rythmique, parce que toutes les vibrations rythmiques attirent les vers des sables. Watch how I do it, he said. This is how Fremen walk the sand. Jessica studied his progress for 10 steps, followed, imitating him. She saw the sense of it. They must sound like the natural shifting of sand, like the wind.
But muscles protested this unnatural, broken pattern. Step, drag, drag, step, step, wait, drag, step. Denis Villeneuve a fait appel au chorégraphe Benjamin Millepied, ancien directeur de la danse de l'Opéra de Paris et connu au cinéma pour son travail sur Black Swan, pour chorégraphier une marche aux allures de danse que je trouve personnellement très belle et qui est très fidèle à ce qui est décrit dans le bouquin. Et une fois que le film introduit ce concept, il s'y tient. We're about to enter worm territory. We can't walk like regular humans. If we do, we're dead. We'll have to walk like the Fremen do. It's called a sandwalk. À chaque fois que les Fremen marchent en plein désert, ils utilisent la marche des sables. Les seules exceptions, c'est quand les personnages veulent de toute façon faire venir un ver, comme Paul lorsqu'il attend le ver en haut de sa dune, ou Chani à la fin du deuxième film. Là, c'est logique qu'ils ne prennent pas la peine de faire leur marche arythmique. Dans le Dune de Lynch, malheureusement, c'est tout l'inverse. Paul explique là aussi à Jessica qu'il faut marcher sans rythme. Remember, walk without rhythm and we won't attract the worm. It will go to the thumper. Sauf que, juste après, et littéralement pendant tout le reste du film, oui, on ne verra jamais un seul personnage marcher de façon irrégulière. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Et la version de Sci-Fi, elle, fait un truc étrange. Elle remplace la marche des sables par le fait que les Fremen traînent derrière eux des espèces de serpillières. Alors, d'une, je suis pas certaine que ce soit efficace pour masquer les vibrations des pas, et de deux, c'était pas la peine de nous montrer ça si c'est pour l'ignorer ensuite pendant le restant de la série. Marcher normalement ne semble poser aucun problème au personnage. Là aussi, on a un problème de cohérence. Si tu décides d'inclure un élément du lore, il faut le respecter. Sinon, tu l'inclus pas. Un autre élément qui m'a irrité, c'est le traitement des armes. Dans l'univers de Dune, les armes à projectiles sont devenues totalement obsolètes à cause de la technologie des boucliers, ces champs de force qui ne laissent pénétrer que les mouvements lents. The slow blade penetrates the shield. Les armes de prédilection dans Dune sont donc les armes blanches, épée, poignard ou couteau. Et dans 2 des 3 adaptations, les armes à feu sont omniprésentes. Dans la série, tant les Fremen que les Harkonnen ou les Sardaukar ont des flingues et des espèces de fusils à pompe. Chez Lynch, ces fameuses armes activées par le son de la voix tirent également des projectiles et tout le monde se balade avec des mitraillettes. Et du coup, on se demande un peu pourquoi certains personnages se battent encore au couteau, quoi. Dans un combat rituel comme le duel entre Paul et Feyd-Rautha, ok, mais sur un champ de bataille, il semble très contre-productif d'utiliser un couteau quand tout le monde tire des balles autour de toi. Brings a knife to a gunfight. Là aussi, c'est Denis Villeneuve qui a le plus respecté le roman. Les personnages se battent de manière conséquente à l'épée et au couteau. Alors oui, il y a quelques exceptions, mais ce sont des exceptions également présentes dans le bouquin. Comme par exemple l'usage d'armes laser, relativement peu utilisées car très dangereuses en cas d'interaction avec un bouclier, la mitrailleuse dans cette scène, qui est mentionnée dans le livre, ou encore ce lance-roquette utilisé par Chani, lui aussi cité dans le tome 1. Reload! Et Villeneuve prend en compte les règles et les limitations de son univers dans ces scènes. Il nous montre que Chani ne peut pas tirer sur un vaisseau équipé d'un bouclier. Reload! Et que pour tirer ses propres balles, le vaisseau doit désactiver brièvement ce bouclier. Will only open when it fires. I know that. What do you think I'm trying to do? Ce genre de petits détails prouve que les scénaristes ont réfléchi à tout, et c'est très satisfaisant. Par contre, un truc qu'aucune des 3 adaptations n'a mentionné, c'est les règles qui régissent l'usage d'armes atomiques. Dans le premier tome, Paul les utilise pour ouvrir une brèche dans le mur du bouclier, cette chaîne de montagnes qui protège la ville d'Arrakeen. Atomics! Pourquoi il ne les utilise pas directement pour vaincre ses ennemis ? Eh bien parce que les armes atomiques sont très strictement interdites par la loi.
It's fear, not the injunction, that keeps the houses from hurling atomics against each other. The language of the Great Convention is clear enough. Use of atomics against humans shall be cause for planetary obliteration. We're going to blast the shield wall, not humans. Mais si on n'a pas cette info, on est en droit de se demander pourquoi personne ne balance tout simplement une bombe atomique pour exterminer le camp adverse. Une petite phrase sur les lois de la Grande Convention aurait apporté une réponse à cette question, mais bizarrement, aucun des 3 films ne l'a inclus. Même la saison 2 n'en fait pas mention, alors que la problématique prend toute son importance dans Dune Messiah, où la Convention est bafouée par l'usage d'une bombe atomique sur Arrakis. They used a stone burner, Paul said. After the briefest pause, the man said, "So I was told, sire. You know what that means, of course. The fuel could only have been atomic." Paul nodded, thinking of how this man's mind must be racing. Atomics. The Great Convention prohibited such weapons. Discovery of the perpetrator would bring down the combined retributive assault of the great houses. Le fait que cette grande convention existe élève considérablement les enjeux politiques de l'attaque. C'est pas juste un attentat contre l'empereur, c'est le possible début d'un gros bordel interplanétaire. Ça aurait été intéressant d'en parler quelque part. Quant à ces fameux boucliers de protection, ils sont aussi plus ou moins crédibles selon les versions. Ceux de Lynch me font particulièrement rigoler. Déjà parce que les effets visuels sont hideux, mais c'est pas le propos. Et ensuite parce que... comment dire, il a comme qui dirait une faille votre bouclier les gars. Si la menace vient d'en haut, vous êtes perdus. Et puis un peu plus tard, on a ça. Comment cette navette peut juste traverser le bouclier sans problème? C'est un champ de force à sens unique ou quoi? On peut sortir mais pas rentrer? C'est quoi ce bordel? That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Et encore un peu plus tard, Duncan Idaho se fait tirer une balle dans la tête alors qu'il porte un bouclier, avec une balle qui ralentit comme par magie pour les besoins du scénario. Alors, dans la version de Villeneuve, il y a aussi ces petits projectiles empoisonnés qui ralentissent pour pénétrer un bouclier, mais ce sont des projectiles qui semblent avoir été conçus spécialement pour ça, alors que les balles dans le film de Lynch fonctionnent le reste du temps comme des balles normales. En plus, je suis à peu près sûr qu'une balle lente serait tout à fait inefficace. Je suis pas une experte en balistique, mais une balle fait des dégâts parce qu'elle va très vite. Si on se prend une balle dans le front à 5 km/h, elle va au mieux nous faire un bleu sur le crâne, mais certainement pas être mortelle. Dans la mini-série, les boucliers ne posent pas de problème en soi, mais ils sont étonnamment peu utilisés. Qu'on ne puisse pas les activer dans le désert à cause des vers, d'accord, mais qu'est-ce qui empêche les personnages de les porter à Arrakeen ou dans d'autres endroits protégés? Après la scène d'entraînement entre Paul et Gurney au tout début, on ne voit plus jamais l'ombre d'un bouclier dans la série. Alors que dans les livres, les personnages en sont régulièrement équipés, même sur Arrakis. First Moon stood high over the city as Paul, his shield activated and shimmering around him, emerged from the cul-de-sac. C'est aussi le cas dans les films de Villeneuve. Leto porte un bouclier quand il se fait attaquer par Yue, les Sardaukar et Duncan Idaho en portent quand ils se battent, etc. On vient de parler des armes, maintenant on va parler des larmes. Plus précisément du fait de verser des larmes chez les Fremen. Dans le livre, il est dit et répété que les Fremen ne pleurent quasiment jamais. Pleurer, c'est donner l'eau qui est si précieuse sur leur planète. Ils sont carrément en extase quand ils voient quelqu'un verser une larme. He gives water to the dead. Dans cet extrait de la fin de Dune Messiah, on apprend que Chani a pleuré 2 fois dans sa vie. Why do you wear that old jacket? She demanded, eyeing the black uniform coat with his red hawk crest beneath his Fremen robes. You're an emperor. Even an emperor has his favorite clothing, he'd said. For no reason he could explain, this had brought real tears to Chani's eyes, the second time in her life when Fremen inhibitions had been shattered. Et du coup, je trouve que dans la version de Sci-Fi notamment, les personnages ont une fâcheuse tendance à pleurer un peu trop souvent. À la rigueur, que Paul ou Jessica pleurent, ok, ils sont pas nés Fremen, donc ils ont pas la même retenue. Mais Chani pleure régulièrement. Ou Alia, ou Leto, ou Ganima. Arrêtez le gaspillage enfin! Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Alors, vous allez peut-être me dire que je chipote, que ce sont des détails insignifiants. Mais c'est justement une accumulation de ce genre de petits détails qui, au final, rend un univers fictif un peu moins cohérent, un peu moins crédible. Et les adaptations de Lynch et de Sci-Fi comportent tout un tas de ces mini-incohérences.
Je parlais de gâcher de l'eau sur Arrakis. Pourquoi, du coup, nous montrer Leto ou Paul qui renversent des hectolitres d'eau par terre pour, je sais pas, épater la galerie? Ou encore, on nous dit que sur Arrakis, il fait tellement chaud que sans équipement adéquat, tu peux mourir au soleil en l'espace de quelques heures. Alors pourquoi, dans la série, les Fremen passent leur temps assis dehors, en plein soleil, sans combinaison? On perd complètement cette impression que le climat est hostile. Regardez chez Villeneuve et chez Lynch, les Fremen portent toujours leur stillsuit dans le désert, sauf à l'intérieur de leurs tentes qui ont un système de climatisation et de récupération d'eau. You need to drink. It's recycled water from the tank. Idem quand Paul et Jessica se crachent en plein désert après avoir fui Arrakeen. Dans la série, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'allongent sur le sable en plein cagnard pour faire une bonne sieste après cette dure journée. How long have I been asleep? Par opposition, dans le film de Villeneuve, la première chose qu'ils font après le crash est de se réfugier dans les rochers, parce que je rappelle qu'il y a des vers aussi, hein, et d'enfiler leur combinaison. Ils commencent pas à faire du camping en t-shirt. Toujours sur le thème de l'eau, comparons la manière dont les Fremen tuent le petit ver des sables pour récupérer l'eau de la vie. Chez Lynch, ils ont une espèce de réservoir d'eau vertical où le ver est enfermé et semblent en récupérer l'eau au moment où ils le vident. Chez Villeneuve, le ver des sables est transporté d'un bassin de sable à un bassin d'eau où il est noyé. Idem, ça nécessite relativement peu d'eau et ce bassin peut être réutilisé à chaque fois. Et dans la série, le ver des sables se balade dans une énorme piscine de sable qui va être totalement remplie de quantités astronomiques d'eau. Une eau qui, une fois mêlée au sable, ne pourra plus être réutilisée, ce qui veut dire que les Fremen répètent ce petit manège à chaque fois. Vous allez pas me faire croire que sur une planète où chaque goutte est précieuse, ils ont pas trouvé de meilleur moyen que ça pour noyer leur bébé Shai-Hulud. C'est la manière de procéder la moins économique au monde. Et sur le sujet de l'eau, il y a plein de petits moments où ça colle pas dans la série. Les Fremen sont décrits dans le livre comme étant tous extrêmement minces, voire maigres et secs, sans un pet d'eau superflu dans le corps. Dommage, du coup, que la série montre par instant des Fremen bedonnants. Et puis, je m'excuse, mais leur espèce de string là... juste non. Dommage aussi que les Fremen soient montrés en train de manger de la salade. On m'explique pourquoi et comment ils cultivent de la salade verte sur Arrakis, un légume qui a besoin de grosses quantités d'eau. Je sais, hein, c'est des toutes petites choses, des choses qui échapperont à la plupart des spectateurs. Mais elles contribuent à la cohésion d'un univers. Quand tu réalises un film, tout est un choix. Et c'est toujours dommage quand ces choix vont à l'encontre de la logique interne du monde que tu construis. Et force est d'admettre que Denis Villeneuve a un sens du détail et de la cohérence plus développé que ses deux prédécesseurs. Bon, après avoir émis toutes ces critiques, il faut quand même que je complimente certains détails de worldbuilding réussis. Et tout particulièrement des détails qui sont des références discrètes au roman, des espèces de petits bonus à l'attention de ceux qui ont lu les livres. I understood that reference. C'est le genre de truc que j'adore retrouver dans une adaptation. Par exemple, dans cette scène du Dune de Villeneuve, vous noterez que les Fremen se font une petite entaille au poignet avant de rengainer leur couteau. Et c'est parce que dans le lore, les Fremen n'ont pas le droit de ranger leur arme sans qu'elle ait versé du sang. Celui de leurs ennemis en principe, et sinon le leur. You sheath that blade unblooded. Ou encore, dans le deuxième film, les Fremen se cachent sous le sable avant une attaque et sont équipés de petits tubes qui leur permettent de respirer l'air de la surface. Dans le livre, ils appellent ça un sand snork, un tuba des sables, et c'est très cool que Villeneuve l'ait montré. Parce que dans la série, les Fremen se dissimulent sous le sable sans ce petit tube, et tu te demandes comment ils respirent du coup. Tu te demandes aussi d'ailleurs quelle quantité astronomique de sable ces Fremen retrouvent dans leurs culottes et dans leurs trous de nez tous les soirs, parce qu'ils portent juste des vêtements en coton, contrairement à ceux de Villeneuve qui sont couverts d'une combinaison étanche des pieds à la tête, ce qui est le seul moyen réaliste de se protéger du sable. Un autre détail que j'aime bien, c'est le fait que chez Lynch et chez Villeneuve, les textes visibles à l'écran sont écrits dans un alphabet étranger. Effectivement, Dune se passe dans un futur très très lointain. La langue commune parlée dans l'Imperium n'est pas l'anglais, mais le galak. Donc ça fait sens qu'il n'utilise pas notre alphabet latin à nous. C'est juste très frustrant que Lynch semble subitement avoir oublié cet aspect quand Paul consulte son ordinateur, sur lequel tout est écrit en anglais. Et puisqu'on parle linguistique, j'adore que certaines versions aient pris la peine de faire parler les différents peuples dans des langues étrangères. Dans la série, c'est présent, mais à peine effleuré. On a juste quelques petites phrases en Chakopsa, la langue des Fremen.
Andral terebra. Mais c'est l'intention qui compte. Et Villeneuve, lui, il a pas fait les choses à moitié. Un langage entier a été créé pour les films, les acteurs l'ont appris, des séquences entières sont en Chakopsa. So chukaha lasana lgae black. Shiho sich. Shizihik ishidam shapito edemashili. Et des éléments de langue ont aussi été créés pour les Sardaukar. Saduka, Tiukapade, Satkusa Akita Fade. Et pour les Harkonnen. Ah, et une langue des signes aussi. Enfin, non content de créer un langage oral de A à Z, le linguiste David Peterson a aussi créé un alphabet ultra complexe de plus de 1000 glyphes différents qu'on entrevoit sur les tatouages de Jessica par exemple. Et il a publié un tuto détaillé de son fonctionnement sur internet. Ça, c'est ce que j'appelle du dévouement à son sujet. Je vous mets le lien vers le PDF en barre d'infos si ça vous intéresse, et je vote pour qu'on puisse officiellement apprendre le Chakopsa sur Duolingo. Autre petit détail qui ne parlera qu'à ceux qui ont lu les romans, dans le deuxième film de Villeneuve, Chani porte souvent un foulard en tissu bleu dans les cheveux. C'est directement tiré des livres, où l'auteur fait mention d'un Nezoni scarf, un foulard Nezoni, qui est porté par les femmes Fremen pour signifier qu'elles sont mariées ou en couple. Vous remarquerez que Chani ne commence à porter son bandeau qu'après le début de sa relation avec Paul. Lors de la bataille finale contre les forces de l'Empereur, comme elle porte un casque, elle noue son foulard autour de son bras. Certains ont reproché à ce passage d'être un simple gimmick pour qu'on distingue Chani dans la foule, comme dans cette scène de Star Wars où un Stormtrooper a des traces de sang bien visibles sur son casque pour qu'on le différencie des autres. Mais non, c'est plus que ça. D'une part, la scène de bataille est tellement poussiéreuse que de toute façon, on ne voit pas du tout le foulard bleu, on distingue à peine les Fremen des Sardaukar, ce qui est évidemment volontaire de la part du réalisateur, et d'autre part, le geste de Chani est avant tout symbolique. Elle affiche par là sa loyauté à Paul malgré tout. Par contre, dans la toute dernière scène, où Chani quitte Arrakeen, là, elle ne porte plus le foulard. Donc en plus d'être un clin d'œil sympa au livre, c'est du storytelling visuel. La série a elle aussi son lot de petites références au roman, souvent amenées de façon assez frontale et scolaire, mais qui font quand même plaisir. Le conditionnement souk du Dr. Yue. Surely not Yui. The souk conditioning would drive him mad first. Les différentes coutumes des Fremen autour de l'eau. What's he doing? Water seller, my lady. You need never bother with the likes of them. They save for squeezing us. Demeaning custom. Le bref caméo de personnages tertiaires coupés des autres versions, comme Lingar Butte ou Esmar Tuek. By the fireplace, Lingar Butte, water shipper from the polar region. The man with Tufa is Esmar Tuek, smuggler, highly successful. Le jeu d'échecs pyramidal à plusieurs niveaux, entrevu ici dans la saison 2. Plein de petites choses pas forcément essentielles à l'intrigue principale, mais qui contribuent à établir l'univers. Bon, à ce stade, vous aurez compris que des trois versions, celle de Denis Villeneuve est celle que je considère comme la plus aboutie en termes de construction d'univers. Celle qui a le mieux réussi à donner vie au monde de Dune avec richesse, logique et sens du détail. Mais qu'est-ce qui explique ces différences entre les adaptations ? Je pense qu'on ne peut pas vraiment utiliser l'excuse du manque de moyens. 90% des éléments que j'ai cités dans cette vidéo ne sont pas dépendants de restrictions budgétaires, ça n'aurait pas coûté plus cher de mieux faire. Et il ne s'agit pas non plus d'un manque de talent ou de créativité. Du talent et de la créativité, David Lynch en a à revendre, et certaines de ses idées dans Dune sont géniales. Tout le design de Gaidi Prime et des Harkonnen, ou les hommes de la guilde spatiale avec leurs modifications corporelles qui les font ressembler à des proto-cénobites de l'espace. Mais créatif ne veut pas forcément dire cohérent, ni respectueux du lore d'origine. Je pense que ces différences s'expliquent principalement par la jeunesse des films et par le rapport des cinéastes à l'œuvre qu'ils adaptent. Pour Lynch, Dune est presque un film de commande. En 1981, il est approché par Rafaela De Laurentiis, fille du célèbre producteur Dino De Laurentiis, pour adapter le roman. Lynch n'a pas lu le livre et ne s'intéresse pas vraiment à la science-fiction.
Il vient d'ailleurs de refuser de réaliser un petit film méconnu du nom de Star Wars épisode 6. Il finit par accepter Dune, mais autant dire qu'il n'a aucun attachement particulier au projet. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque tout, de l'écriture à la post-production en passant par le tournage, a été une succession de déceptions, de malchance et de différents créatifs pour ce pauvre Lynch. Il n'est certainement pas le seul responsable des problèmes du film. Denis Villeneuve, lui, c'est tout l'inverse. Il est un grand fan de Dune, et ce depuis l'adolescence. C'est une des sagas littéraires qui l'ont le plus marqué, et adapter les tomes 1 et 2 a été un rêve de gosse pour lui pendant des décennies. Rien d'étonnant, du coup, à ce qu'il tienne à peaufiner jusque dans le moindre détail cet univers qu'il connaît par cœur et auquel il veut rendre justice. De toute évidence, l'attachement émotionnel n'est pas le même. Quant à la série, j'ai pas vraiment trouvé d'infos sur le rapport de John Harrison au roman, mais je sais qu'à la télévision, les réalisateurs ont souvent beaucoup plus de contraintes et beaucoup moins de contrôle artistique qu'au cinéma, donc je ne sais même pas à quel degré Harrison était impliqué dans les décisions créatives. Et ça ne m'étonnerait pas que, comme Lynch, ce soit plus un réalisateur de commande qu'un passionné qui se lance dans le projet de ses rêves. Je dis pas ça pour excuser les erreurs ou imperfections de certaines versions. Il y a des points qui auraient clairement mérité un chouï plus d'attention. Mais je pense que ça explique la grande méticulosité de Denis Villeneuve comparée aux deux autres cinéastes. On est forcément plus pointu quand on est passionné, c'est normal. Et je crois qu'il faut pas sous-estimer non plus le facteur temps. Lynch a essayé de concentrer l'intégralité du tome 1 dans un seul film. Un film que la production a réduit, contre la volonté de Lynch, à une durée de 2 heures. Véhiculer la complexité de l'univers de Dune en 2 heures, c'est quasi impossible. Le format mini-série, en soi, était une excellente idée. Sci-Fi a consacré 3 épisodes d'1h30 au tome 1, ce qui permet déjà nettement plus de développement. Et Villeneuve, lui, a coupé le tome 1 en 2 parties. Oui, je sais, Hollywood a une fâcheuse tendance à faire ça juste pour se faire 2 fois plus de fric sur une adaptation de roman, mais pour Dune, ça fait sens. C'était même la seule approche possible. Sachant que chacun des films, en plus, dure presque 3 heures. Plus t'as du temps pour adapter ton histoire, plus tu peux te permettre de rentrer dans le détail en termes de construction d'univers, sans que ça paraisse forcé ou expédié. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de notre sujet du jour. J'espère que ce gros morceau de vidéo vous a plu, et je peux d'ores et déjà vous donner le sujet de la prochaine, puisque c'est un sujet que je comptais, à la base, inclure dans celle-ci. On parlera des représentations de la préscience, que ce soit au niveau narratologique ou visuel. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup trop à en dire pour se contenter d'une petite sous-partie, donc je vais y consacrer une vidéo entière. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la prochaine. Salut!